Transition, le podcast d'Ostrom Asset Management. Bonjour à tous et bienvenue à ce premier épisode du nouveau podcast d'Ostrom Asset Management, Transition. Aujourd'hui, nous parlerons d'une thématique qui fera écho à l'actualité chargée du moment, aussi bien en France qu'à l'international, la prise en compte de l'ESG dans la gestion des dettes souveraines. L'ESG, c'est ensemble de dimensions environnementales, sociales et de gouvernance, et la dette souveraine, c'est-à-dire dans le cas présent, la dette des pays. À mi-parcours entre la COP28 de décembre 2023 et la prochaine COP qui se tiendra dans 6 mois en Azerbaïdjan, se repose la question du financement de la transition par la dette. Dans le contexte macroéconomique actuel, la prise en compte des critères ESG par les États se retrouve sous les projecteurs. Plusieurs facteurs pourraient influer sur les décisions des États en tant qu'émetteurs de dette et sur l'appétence des investisseurs pour cette classe d'actifs. Tout d'abord, la crise climatique et les engagements résultant de l'accord de Paris obligent les gouvernements à réduire les émissions de carbone pour limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré. Malgré cela, le Programme des Nations Unies pour l'environnement prévient d'ores et déjà que les trajectoires nationales actuelles conduiraient à une augmentation de la température d'environ 3 degrés d'ici la fin du siècle, mettant en évidence les besoins massifs d'investissement et de financement pour réaliser la transition énergétique nécessaire au respect de ces engagements. Ensuite, le contexte géopolitique et électoral pourrait jouer un rôle dans la dynamique de la transition climatique, alors que 50% de la population mondiale en âge de voter est appelée aux urnes en 2024. Les gouvernements nouvellement élus devront prendre des décisions structurantes concernant les politiques climatiques et leur financement, et un bouleversement du paysage politique pourrait avoir un impact significatif sur les trajectoires des températures mondiales. Enfin, on observe un attrait retrouvé de la part des investisseurs pour la dette souveraine, alors que les taux sont à nouveau en territoire positif en zone euro et au Japon. C'est dans ce contexte qu'Ostrom Asset Management a souhaité partager ses vues sur la dette souveraine et l'ESG, qu'il s'agisse de l'intégration des critères ESG dans la dette souveraine, de l'appréciation de la qualité de l'approche des États en matière d'ESG par les gestionnaires d'actifs, ou de l'attractivité de cette classe pour les investisseurs. Nous accueillons donc aujourd'hui Timothée Pubellier, gérant senior au sein de l'équipe de gestion d'actifs alternatifs d'Ostrom Asset Management, et Léonie Segala, analyste ISR. Bonjour à vous deux. Bonjour Clément, bonjour à tous. Bonjour. Timothée, je pense que je vais commencer avec vous en vous posant une question très simple. Le marché mondial de la dette souveraine et assimilée s'est-il réellement saisi de la question de l'ESG ? Alors oui, clairement, les considérations ESG sont de plus en plus intégrées sur le marché de la dette souveraine. Les émissions d'obligations durables émises par les trésors nationaux sont en augmentation constante, avec par exemple plus 66% en 2023. Les premières émissions de ce type remontent à 2017, sous l'impulsion de la France et des îles Fidji, et on compte aujourd'hui plus de 25 pays émetteurs d'obligations durables. La majorité font partie de l'OCDE. Nous avons donc de plus en plus d'émetteurs et ils sont de plus en plus divers, avec notamment des programmes d'émissions émergents comme le Nigeria, l'Inde ou l'Indonésie. Alors comment expliquer l'essor de ce nouveau marché ? Tout d'abord, c'est un marché qui a voulu répondre à un besoin. On a des investisseurs qui veulent donner un sens à leurs économies. Ensuite, les entreprises veulent bénéficier des coûts d'emprunt plus faibles associés aux obligations durables. Et enfin, on a une augmentation de la transparence et de la compréhension des facteurs ESG dans un mouvement global de coverage durable. Et j'ajouterais que c'est quelque chose qu'on a pu observer de manière très concrète chez Ostrom Asset Management, puisqu'on rencontre régulièrement des trésors dans le cadre de leur roadshow. Et donc une grande partie d'entre eux, lors des roadshows, ont dédié une partie de leur présentation au sujet touchant au climat. C'est-à-dire que la plupart du temps, ils vont présenter leur mix énergétique, l'évolution de celui-ci, leurs objectifs climat, par exemple. On a même certains pays, je pense par exemple à l'Autriche, qu'on a rencontré il y a quelques mois, qui vont plus loin et qui tentent de donner une vision globale de leur gestion des aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance en affichant leur classement ESG selon des fournisseurs de données. Ils avaient aussi affiché leur classement SDG Index qui, lui, mesure leur atteinte des objectifs de développement durable. Et enfin, on peut voir sur le marché qu'il y a de plus en plus d'investisseurs qui initient une démarche de dialogue avec les souverains, et ce qui devrait donc amener en fait à une sensibilisation croissante des trésors à ces questions ESG. Mais si on gratte un peu, si on va un peu plus loin dans l'analyse, on peut avoir l'impression que les choses n'avancent pas aussi vite qu'elles le pourraient.
ou je me trompe? J'ai vraiment l'impression qu'il reste beaucoup de travail à accomplir. Oui, en effet. On a justement un rapport de l'ONU qui a été publié fin 2023 qui visait à mesurer l'avancement sur l'atteinte en fait, des objectifs de développement durable. Et ce rapport montre que les États prennent du retard parce qu'aujourd'hui, on est vraiment à mi-chemin. Les ODD, en fait, ils avaient été fixés en 2015 et l'échéance est en 2030. Et aujourd'hui, donc, ce rapport indique que pour 50% des objectifs sous-jacents à ces 17 ODD, les progrès sont faibles et insuffisants. Et même pour 30% d'entre eux, les États seraient en stagnation ou régression. Oui, alors d'ailleurs, la situation est également très compliquée pour les pays émergents. Ils subissent une double peine. D'un côté, on a des mauvaises notes des agences de notation, et de l'autre côté, on a également un mauvais score ESG. Ces pays ont un fort taux d'endettement, ce qui complique énormément l'attrait d'investisseurs étrangers pour financer leur transition verte ou les programmes sociaux. Et pour pallier à cette difficulté, on a des institutions financières internationales telles que la Banque mondiale ou le FMI qui ont créé des programmes spéciaux comme le Fonds de résilience du FMI, mais ce n'est pas suffisant. Et dans ce contexte, on peut se poser une question assez légitime. Est-ce que les gestionnaires sont en capacité d'évaluer la dimension ESG des dettes souveraines comme ils le font pour des dettes corporate avec les entreprises qu'ils suivent? Alors oui, les gestionnaires ont fait énormément d'efforts et de développement pour aller dans ce sens. Aujourd'hui, ils disposent d'analystes internes dédiés aux obligations durables, d'énormément de données venant des agences de notation ESG, de rapports de durabilité des gouvernements qui donnent des détails sur leurs émissions de CO2 et d'autres facteurs environnementaux, ainsi que des politiques gouvernementales et des détails sur les pratiques de gouvernance. Tous ces éléments sont pris en compte dans l'évaluation de la dimension ESG de la dette souveraine. Et donc Timothée, vous avez abordé différents types d'outils qui sont utilisés sur le marché de façon générale, mais chez Ostrom, Léonie, qu'en est-il? Alors chez Ostrom, on utilise le SDG Index. Comme je disais un peu plus tôt, c'est un outil qui a été développé pour mesurer l'atteinte des objectifs de développement durable par les États. Et nous, c'est un index qu'on apprécie parce qu'il est accessible en open source, il est complètement transparent, on a accès à toute la méthodologie. On a aussi accès à tous les indicateurs bruts. Ce qui nous facilite beaucoup l'analyse, justement. Et il a aussi une très large couverture. Il va couvrir aussi beaucoup de pays émergents sur lesquels on est investi. Et va chercher en fait des données qui viennent d'organisations internationales qui sont reconnues comme le FMI, la Banque mondiale, l'UNICEF, etc. Et donc ce SDG Index, on l'utilise, donc c'est vraiment la note ESG des États de la dette souveraine, et on l'utilise en particulier pour nos fonds article 8 selon SFDR. Donc pour ces fonds, on a une règle en fait, c'est que la note moyenne SDG Index de la poche souverain doit être supérieure à celle du benchmark. Et j'ajouterais donc que pour une majorité de fonds, c'est complémenté par une autre règle, on va regarder l'intensité carbone. Donc, de la même manière, l'intensité carbone moyenne de la poche souverain doit être meilleure que celle du benchmark. Donc, ça veut dire que la note SDG Index et l'intensité carbone vont avoir une influence sur les décisions d'investissement et ou d'allocation. Donc, in fine, ça veut dire qu'on est amené à privilégier les États qui affichent une bonne gestion des sujets E, S et G. Je rajouterai que sur la partie obligations durables, nous avons développé en interne des outils propriétaires pour analyser la qualité de ces projets. Mais donc, avec tout ce que l'on vient de se dire, on peut se poser une question. Est-ce que la dette souveraine peut être un moyen efficace d'investir de façon responsable? Alors clairement, la dette souveraine, elle peut être un moyen extrêmement efficace pour investir de façon responsable, dans la mesure où les gouvernements vont utiliser les fonds pour financer des projets verts ou des projets socialement bénéfiques, par exemple liés à l'éducation ou les soins de santé. On a par exemple l'Union européenne, par le biais d'initiatives telles que Next Generation EU, qui illustrent les efforts de financement vert à grande échelle. Bien que les engagements climatiques des souverains restent parfois trop timorés, l'investissement responsable concourt efficacement à la transition vers un avenir durable. Les dialogues des émetteurs souverains permettent d'évaluer avec transparence la responsabilité de leurs pratiques ESG, en complément de la mise en œuvre des politiques publiques découlant des ODD. Donc oui, tout à fait d'accord avec Timothée. Je pense aussi que la dette souveraine peut être un moyen efficace d'investir de façon responsable, et notamment avec ce développement du dialogue avec les émetteurs souverains.
Donc chez Ostrom Asset Management, on a déjà depuis plusieurs années une politique d'engagement qui vise les entreprises et on a décidé début 2023 de l'étendre aux émetteurs souverains. Donc l'objectif, c'est vraiment de dialoguer avec les trésors pour essayer d'identifier les objectifs de développement durable sur lesquels ils pourraient avoir du retard et essayer de comprendre quelles sont les stratégies qui sont mises en œuvre, quels sont les moyens mis en œuvre pour cela. Et donc c'est sur les objectifs de développement durable, mais aussi sur tout type d'autres accords internationaux comme l'accord de Paris. Et j'ajouterais aussi que sur ce sujet climat, on a un besoin pressant de financement, que ce soit pour réduire les émissions de CO2, mais aussi s'adapter aux effets du changement climatique. Et clairement, c'est quelque chose qui nourrit la pertinence de la dette souveraine dans les stratégies d'investissement responsable. Alors oui, le point que vient de soulever Léonie est extrêmement important. Je conclurai en rajoutant que l'engagement croissant des investisseurs auprès des émetteurs souverains constitue un levier de prise de conscience et de préparation accrue de ces émetteurs à l'intégration des enjeux ESG, ce qui renforcera la place de la dette souveraine dans les opportunités d'investissement ESG. Merci Timothée pour ce mot de conclusion. Merci Léonie pour ces riches échanges. Merci à vous deux. Merci. Merci. Et merci à vous tous de vous être joints à nous pour ce premier épisode de Transition, le nouveau podcast d'Ostrom Asset Management. Restez à l'écoute et retrouvez-nous prochainement sur les principales plateformes de podcast, sur nos réseaux sociaux et sur notre site web www.ostrom.com. À bientôt sur Transition.